Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 20 avril. Un programme qui, comme à l'accoutumée, débutera avec le journal de l'information et vous pourrez suivre l'actualité taïwanaise du jour en compagnie de Sasa. S'en suivra le décryptage de la rédaction, dans lequel je vous propose de revenir aujourd'hui sur la résilience numérique de Taïwan face à la vulnérabilité des câbles sous-marins. Ensuite, dans la partie thématique de notre programme, comme tous les lundis, vous pourrez découvrir Retour à la source signé Meg Wang, qui parle aujourd'hui de la nécessité de préserver les basses montagnes à Taïwan. Et en fin de programme sur notre site internet, c'est Thérèse Pan qui vous donne rendez-vous pour l'émission Compte à rebours, où il sera question d'un défi cambriolesque, histoire de faire ses preuves. Je ne vous en dis pas plus, tout est à découvrir dans le programme complet de ce lundi 20 avril, qui débute tout de suite avec le journal de l'information présenté par Sasa, et dont voici les principaux titres. Des messages accueillants de pays africains dans la perspective de la visite de Lai Ching-te en Eswatini. Passage d'un navire militaire japonais dans le détroit de Taïwan, puis du porte-avions chinois Liaoning. Le ministre de l'Environnement veut promouvoir les forêts urbaines pour rafraîchir les villes. Selon le FMI, l'écart se creuse avec la Corée du Sud au bénéfice de Taïwan. Des messages accueillants de pays africains dans la perspective de la visite de Lai Ching-te en Eswatini. Le président Lai Ching-te effectuera une visite en Eswatini, allié diplomatique de Taïwan en Afrique, du 22 au 27 avril, à l'occasion du 58e anniversaire du roi Moswati III et du 40e anniversaire de son règne. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré aujourd'hui qu'outre Eswatini, plus de 40 responsables de 11 pays africains avaient chaleureusement accueilli cette nouvelle par le biais de lettres, de publications sur les réseaux sociaux et de messages. Des responsables de ces pays, le Botswana, la République centrafricaine, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Malawi, le Nigeria, le Somaliland, l'Afrique du Sud, l'Ouganda et le Zimbabwe ont également salué les efforts de Taïwan pour renforcer la résilience industrielle de l'Afrique. La diplomatie taïwanaise a exprimé sa sincère gratitude à cet égard, estimant que cet accueil et ce soutien témoignaient du modèle taïwanais de coopération mutuellement avantageuse fondée sur l'entraide. Plus précisément, la coopération de Taïwan avec Eswatini dans des domaines clés tels que l'économie, les TIC, l'énergie, l'agriculture et la santé publique répond aux besoins de transformation actuels des pays africains et a attiré l'attention et les félicitations des responsables de ces pays africains. Le ministère a souligné que la visite du président Lai Ching-te permettra d'approfondir les relations d'amitié avec les dirigeants et dignitaires de différents pays qui seront présents lors de la cérémonie. Le ministre Lin Jialong a d'ailleurs déclaré aujourd'hui que malgré l'octroi par la Chine cette année d'une exemption de droits de douane à 53 pays africains et l'aide substantielle qu'elle leur a apportée, les relations diplomatiques entre Taïwan et Eswatini demeuraient solides. Fan Yun, secrétaire général du groupe parlementaire du DPP, actuellement au pouvoir, s'est réjoui des déclarations émanant des différents pays africains accueillant positivement la visite de Lai Ching-te. Selon elle, cela démontre leur volonté de résister aux pressions de la Chine. On l'écoute. Que ce soit dans les secteurs du numérique, de la médecine ou de l'industrie, il y a eu des échanges substantiels pour les aider à renforcer leur sécurité. Le message de Lai Ching-te, selon lequel tous les pays africains peuvent choisir d'être amis avec la République de Chine à l'avenir, plutôt que d'entrer dans le cadre dit de la Chine unique, est très positif et nous sommes optimistes à ce sujet. Passage d'un navire militaire japonais dans le détroit de Taïwan, puis du porte-avions chinois Liaoning.
Vendredi 17 avril, le destroyer japonais Ikazuchi a traversé le détroit de Taïwan, suscitant de vives protestations de la part du gouvernement chinois qui a déployé des forces navales et aériennes tout au long de la traversée. Il s'agissait du premier passage d'un navire militaire japonais dans le détroit depuis l'arrivée au pouvoir de la première ministre Sanae Takaichi en octobre dernier. L'armée populaire de libération chinoise a annoncé qu'elle mènerait des patrouilles navales et aériennes conjointes en mer de Chine orientale dès le lendemain. Le ministère chinois des Affaires étrangères a fermement protesté auprès du Japon, estimant que cela menaçait de saper la paix et la stabilité dans le détroit. De son côté, le ministère taïwanais de la Défense s'est refusé à tout commentaire, se contentant d'indiquer qu'il surveillait de près les eaux et l'espace aérien environnant. Selon Jason Ko, professeur associé de sciences politiques à l'Université nationale de Taïwan, ce passage d'un navire militaire japonais permet de réaffirmer le droit du Japon à la liberté de navigation en haute mer, tel que le prévoit la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Par ailleurs, le ministère taïwanais de la Défense a déclaré ce lundi 20 avril dans l'après-midi que le porte-avions chinois Liaoning traversait le détroit de Taïwan sous étroite surveillance de l'armée taïwanaise. L'armée chinoise a déclaré hier avoir déployé la 133e formation navale pour traverser l'archipel des Ryukyu en direction de l'océan Pacifique occidental afin de mener des exercices d'entraînement. Visite du Council on Foreign Relations, Taïwan veut renforcer l'intégration économique avec les États-Unis et les Philippines. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong a publié hier sur les réseaux sociaux qu'il avait reçu le 17 avril au ministère une délégation d'une vingtaine d'experts du Council on Foreign Relations conduite par David Sachs, chercheur auprès de ce think tank américain très influent. Les discussions ont porté sur les relations entre les deux rives du détroit, les interactions entre Taïwan, les États-Unis et le Japon, ou encore sur les coopérations avec l'Europe centrale et de l'Est, et se sont étendues à la diplomatie globale, aux questions énergétiques, etc. Lin Jialong a affirmé accorder une importance particulière à la diplomatie économique, rappelant que Taïwan et les États-Unis avaient récemment signé une déclaration sur la prospérité du silicium et une déclaration conjointe sur la coopération en matière de sécurité économique. En parallèle, Taïwan promeut activement le corridor économique Taïwan-Philippines, espérant se connecter au corridor économique de Luzon mis en place par les États-Unis, le Japon et les Philippines. Les États-Unis disposent d'une expertise technologique de pointe, Taïwan d'un système de production complet et les Philippines d'importantes superficies et d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, a rappelé Lin Jialong. L'intégration des atouts de ces pays contribuerait ainsi à renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement mondiale des pays démocratiques et à promouvoir la paix et la prospérité régionale. La Fédération du commerce appelle à assouplir les restrictions aux échanges interdétroits lorsque cela est approprié. Suite à la rencontre entre la présidente du KMT, Zheng Liwen, et le président chinois Xi Jinping, la Chine a annoncé le 12 avril 10 mesures favorisant les échanges interdétroits. À cet égard, la Fédération nationale taïwanaise du commerce a invité aujourd'hui des représentants de 7 associations professionnelles à exprimer leur point de vue sur ces mesures. Dans une interview, le président de la fédération, Xu Shubo, a balayé d'un revers de main les critiques de certains observateurs qui ont vu dans cette initiative une tentative de pression de Pékin. Il a déclaré « Il s'agit de questions liées à des secteurs professionnels et non d'une question politique. Il est nécessaire de dissocier la politique de l'économie. Il ne faut pas aborder les questions de développement économique à travers un raisonnement politique. Je tiens à réaffirmer que nous n'avons absolument subi aucune pression. Chaque professionnel s'exprime pour la survie et le développement de son secteur. Alors, n'utilisez pas cela pour vous opposer aux professionnels, ni même pour engager un dialogue avec eux. Nous avons aussi le droit de vote. Si vous lancez de telles accusations infondées à notre rencontre, vous perdrez des voix. » Selon Xu Shubo, la priorité est de privilégier le développement industriel et le bien-être de la population en ouvrant les frontières lorsque cela est nécessaire et en assouplissant les restrictions lorsque cela est approprié. Il a insisté sur le fait que ces échanges ne devaient pas être brutalement interrompus pour des raisons politiques et que les mesures d'ouverture pertinentes devaient être les mêmes pour les comtés et les villes gouvernées par le KMT et le DPP sans discrimination.
La Fédération du commerce a par ailleurs appelé à ouvrir pleinement Taïwan aux voyages organisés en provenance de Chine afin de promouvoir le développement du secteur touristique. Le ministre de l'Environnement veut promouvoir les forêts urbaines pour rafraîchir les villes. À l'approche de la Journée de la Terre, le 22 avril, Phang Chi-Minh, ministre taïwanais de l'Environnement, a annoncé hier la mise en place d'un projet de forêt urbaine. Prenant pour ville pilote Taipei et Nouveau-Taipei, l'objectif est de planter des arbres afin de créer d'ici 10 ans de l'ombre autour des stations de métro et à proximité des zones de bureaux. Ce plan, qui implique à la fois l'État central et les collectivités locales, sera présenté le 30 avril à la Commission sur le changement climatique présidée par le chef de l'État. Phang Chi-Minh a souligné que des scientifiques prévoient un réchauffement climatique pouvant atteindre 4 degrés d'ici à 2100 et que Taipei pourrait connaître à l'avenir des températures estivales de 40 degrés. Dans ce contexte, les arbres jouent un rôle crucial fournissant ombre et fraîcheur. Le maire adjoint de Taipei, Zhang Wende, présent à l'événement, a déclaré que cet accroissement de la couverture végétale permettrait aussi de séquestrer du carbone. Des plans de plantation d'arbres à court, moyen et long terme ont déjà été élaborés dans les 4 zones les plus chaudes de Taipei, Wanhua, Shilin, Neihu et le district Est. Selon le FMI, l'écart se creuse avec la Corée du Sud au bénéfice de Taïwan. Le PIB réel par habitant de Taïwan a dépassé celui de la Corée du Sud l'an dernier et cet écart devrait continuer à se creuser. Le journal Korea Times a indiqué hier que le Fonds monétaire international prévoit que le PIB réel par habitant de la Corée du Sud accusera un retard de $10 000 américains, soit 8 500 €, sur celui de Taïwan d'ici 2031. Le FMI estime que Taïwan devrait maintenir une forte dynamique de croissance portée par l'IA et le secteur des semi-conducteurs, ce qui creusera l'écart avec la Corée du Sud. Par ailleurs, les données du Korea Center for International Finance, KCIF, montrent qu'à la fin du mois de mars, les principales banques d'investissement internationales prévoyaient une croissance économique de plus de 7% pour Taïwan contre un peu plus de 1% pour la Corée du Sud cette année. Selon les analystes du KCIF, l'avantage de Taïwan réside dans son écosystème de semi-conducteurs entièrement intégré, lui permettant de répondre rapidement à la forte demande en IA. En revanche, la Corée du Sud est toujours confrontée à des difficultés de diversification de sa chaîne d'approvisionnement et d'expansion de sa base industrielle. Toutefois, les données du rapport du FMI montrent également qu'en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat, le PIB par habitant de Taïwan restera inférieur à celui de la Corée du Sud jusqu'en 2031. Certains chercheurs taïwanais ont également averti quant aux inégalités croissantes à Taïwan du fait que le développement économique résulte essentiellement des secteurs des hautes technologies. Selon Google, le rôle moteur de Taïwan dans la transformation numérique est crucial. L'entreprise américaine Google, active à Taïwan depuis 20 ans, y a installé son site R&D sur le matériel le plus grand en dehors des États-Unis en 2024 et ouvert un centre d'ingénierie matérielle dédié à l'IA l'an dernier. Lors d'une récente interview à Taïwan, Rick Osterloh, vice-président senior de Google, a salué le rôle central de Taïwan dans la transformation du secteur numérique vers l'intelligence artificielle. Il estime que Taïwan jouera un rôle central dans le paysage de l'informatique IA au cours des 10 prochaines années. Google développe en effet à Taïwan des produits innovants à vocation mondiale tels que le téléphone Pixel ou encore les appareils domotiques et collabore avec des partenaires taïwanais de renom tels que Mediatek, HTC et TSMC. Leur expertise contribue à l'excellence de nos produits et Taïwan est un élément crucial de notre stratégie d'innovation mondiale, a-t-il déclaré, ajoutant que l'écosystème taïwanais était parfaitement intégré à la stratégie de l'entreprise. C'était le journal de l'actualité du lundi 20 avril 2026, présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous invite à rester en notre compagnie sur Radio Taïwan International pour la suite de notre programme.